Nous passons maintenant à quelques études de cas et ensuite je vous expliquerai les consignes de l'exercice que vous aurez à faire sur vos langues fictives pour la semaine prochaine. Alors on va commencer avec quelques exercices très abstraits sur les types de distribution et leur rapport avec les relations phonologiques que l'on peut trouver dans les langues. Donc vous avez ici un tableau synthétique de distribution des segments A et B dans les contextes X et Y, en partant du principe que ces contextes X et Y représentent l'ensemble des contextes dans lesquels on peut trouver A et B. Donc à partir de ce tableau, je vous demande de me dire quelles sont ou quelle est la relation ou les relations possibles entre A et B. Je vous rappelle que la relation phonologique dépend 1 de la commutation, 2 de la distribution. Donc prenez les deux en compte. Faites pause et ensuite on passe à la correction. Donc il fallait prendre en compte à la fois la distribution et la commutation, et si vous prenez les deux en compte, vous verrez qu'avec ce tableau distributionnel, vous avez deux relations phonologiques possibles, chacune excluant l'autre, bien sûr. La première, par exemple, c'est si vous avez deux segments qui s'observent dans les mêmes contextes, c'est ce que vous aviez à l'instant, je repasse à la diapo précédente, vous avez des plus partout. Je devrais peut-être décrire un peu ces tableaux. Donc là, vous avez des plus partout, ce qui veut dire que A et B se rencontrent aussi bien dans les contextes X que Y, tous les deux. Donc je reviens maintenant à ma réponse. Si vous avez par exemple deux segments RE et R en français, RE et R s'observent exactement dans les mêmes contextes. Par exemple, ils peuvent s'observer devant un U, ils peuvent s'observer devant un I ou en fin de mot. Et donc ils peuvent s'observer dans les mêmes contextes. Et ils sont interchangeables dans les mêmes contextes, mais sans changement de sens. Donc par exemple, que vous disiez rue ou rue, on comprend la même chose. Que vous disiez rire ou rire, on comprend la même chose. Autrement dit, ces deux segments apparaissent dans les mêmes contextes, mais la commutation n'est pas possible. Il n'y a pas de commutation, donc la substitution est non distinctive. Bien. Donc, deux distributions inconditionnelles, c'est ce qu'on a vu dans le cours, deux distributions inconditionnelles pour ces deux segments, et substitution non distinctive. Conclusion, ce sont deux variantes libres. Alors que veut dire variante libre? Je le rappelle, variante, je pense que c'est clair, ce sont deux réalisations d'un même phonème, puisqu'il n'y a pas d'opposition, et libre, ça veut dire qu'elles sont, ces deux variantes, interchangeables dans n'importe quel contexte. Donc il n'y a pas de condition, autrement dit, elles sont libres. Donc ça, c'est la première solution, c'est deux segments qui apparaissent dans les mêmes contextes, sans commutation. L'autre possibilité, c'est deux segments qui apparaissent dans les mêmes contextes, c'est ce que vous dit le tableau, mais avec, cette fois-ci, commutation. Et dans ce cas-là, prenons un exemple, on a le te et le pe. Le te et le pe peuvent apparaître dans les mêmes contextes. En revanche, si on enlève le te et qu'on le remplace par un pe, ou l'inverse, on enlève le pe et on le remplace par un te, ça change le sens du mot. Vous avez tu et pu, ce sont deux mots différents. Il tue, il pue, c'est pas le même mot. Devant un i, j'aurais dû mettre la fin de mot. Mais bon, devant un i, on a tire, pire, deux mots de sens différents. Donc il y a commutation. Et la commutation, associée à ces deux distributions inconditionnelles, font que la relation entre le te et le pe est une relation d'opposition non neutralisable. Alors opposition pourquoi? Parce qu'il y a commutation, et non neutralisable pourquoi? Parce que leurs distributions sont inconditionnelles. Donc il n'y a pas de lacune distributionnelle qui amènerait cette opposition à perdre sa fonctionnalité dans un contexte donné. Donc bien sûr, on devrait rajouter quelques contextes. Là. Ces deux contextes ne représentent pas tous les contextes de la langue, mais en fin de mot, vous trouverez d'autres exemples, je vous laisserai chercher. On passe maintenant à un autre type de distribution, c'est lorsque le segment A se trouve dans le contexte X et uniquement dans le contexte X, tandis que le segment B se trouve dans le contexte Y et uniquement dans le contexte Y. Donc A ne se rencontre pas dans Y et B ne se rencontre pas dans le contexte X. Quelle est ou quelles sont les relations phonologiques possibles entre A et B? Je vous laisse faire pause, y réfléchir, ensuite on passe à la correction.
Ce cas-là, il est simple normalement. C'est celui que nous avions vu la semaine passée et la semaine encore précédente. C'est la distribution complémentaire. Il n'y a qu'une solution possible. Pourquoi ? Parce que, étant donné que l'on parle de deux segments qui ne se rencontrent jamais dans le même contexte, jamais, c'est ce qui est indiqué par ce tableau, alors la commutation, le paramètre de la commutation n'entre pas en jeu, puisque la commutation n'est jamais possible. Pour qu'il y ait commutation, il faut nécessairement que deux segments se rencontrent au moins dans un même contexte. Là, ce n'est jamais le cas. Donc on ne peut pas avoir cette distribution plus commutation, on ne peut avoir que cette distribution sans commutation. Et c'est ce que l'on a avec par exemple le re et le re que l'on avait vu déjà les semaines passées. Le re ne pouvant s'observer que après une consonne sourde ou devant une consonne sourde ou éventuellement en fin de mot, et le re partout ailleurs. Ces deux segments ne se rencontrent jamais dans le même contexte, à l'exclusion de la fin de mot qu'on va voir un petit peu après, et que l'on met de côté parce que c'est un peu spécifique. Donc ne se rencontrent jamais dans les mêmes contextes, donc il n'y a pas de commutation possible. S'il n'y a pas de commutation possible, c'est pas compliqué. Qu'une seule solution, ces deux segments ne sont pas en opposition. Ils ne sont pas en opposition non pas parce que la substitution est non distinctive, c'est là la différence avec les variantes libres, mais parce que la substitution est impossible. Ce sont donc deux variantes contextuelles, qu'on appelle aussi des variantes combinatoires. Donc dans le cas de cette distribution-là, la distribution complémentaire, il n'y a qu'une conclusion possible. Il n'y a pas de commutation, donc pas d'opposition. Ce sont donc deux variantes contextuelles. On passe maintenant à une autre distribution. Le cas où le segment A a une distribution manifestement inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on l'observe dans le contexte X et Y de la même manière, tandis que le segment B a une lacune distributionnelle. On l'observe dans le contexte Y, mais pas dans le contexte X. Qu'est-ce que l'on peut dire de la relation entre A et B ? Y en a-t-il qu'une seule ? Y en a-t-il plusieurs ? Et dans un cas comme dans l'autre, quelle est cette relation ? Ou quelles sont ces relations ? Je vous laisse faire pause. J'espère que vous l'avez tous bien fait parce que c'est le point important de cette semaine. Alors, là, puisqu'on a deux segments qui peuvent apparaître dans un même contexte, le contexte Y, pas le contexte X, mais le contexte Y, oui, alors le paramètre de commutation entre en jeu. Autrement dit, il y a deux possibilités, deux relations possibles. Soit dans le contexte Y, on a une commutation, et dans ce cas-là, on a un certain type de relation, soit dans le contexte Y, on n'a pas de commutation. Autrement dit, la substitution est possible, puisqu'on les retrouve tous les deux dans le même contexte, mais elle n'est pas distinctive. Et on va voir ce qui se passe. Donc dans le cas où il n'y a pas de commutation, c'est par exemple le cas avec le re et le re si on prend en compte la position finale du mot. Le re s'observe, on l'a dit, à côté des obstruantes sourdes, le plus généralement. Mais il peut aussi s'observer, c'est vrai, en fin de mot. A l'inverse, le re ne s'observe jamais à côté des obstruantes sourdes. C'est ce qu'on va appeler le contexte Y. Donc il y a une lacune distributionnelle ici. Par contre, on peut le trouver ailleurs, notamment en fin de mot aussi. Donc c'est la version un peu plus complexe et plus vraie de ce que l'on avait vu précédemment comme étant la distribution complémentaire du re et du re. Cette distribution, elle est un peu complémentaire quand même, mais il y a quelque chose en plus, c'est qu'il est vrai que le re peut s'observer aussi ailleurs qu'à côté des obstruantes sourdes en fin de mot. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on n'a pas tout à fait une distribution complémentaire, pas tout à fait, puisque dans le contexte Y, la fin de mot, le re et le re peuvent s'observer. Mais on n'a pas pour autant une opposition. Pourquoi ? Parce que l'on mette un re ou un re en fin de mot, cela ne changera jamais le sens du mot. Que vous disiez porc ou porc, vous entendez la même chose. Vous avez le même mot en tête. Que vous disiez bar ou bar, vous entendez la même chose. En allemand, ce n'est pas le cas. En allemand, bar et bar, c'est deux choses différentes. Un bar et Bach, le compositeur. Donc, en français, cette substitution est non distinctive dans le contexte Y et elle est impossible dans le contexte X. Autrement dit, on a deux variantes que l'on ne peut pas vraiment qualifier de variantes contextuelles, puisqu'elles peuvent se rencontrer dans un même contexte Y, et elles ne sont pas non plus tout à fait libres,
puisque la substitution non distinctive de l'une par l'autre ne s'observe pas dans tous les contextes. Donc c'est ce qu'on peut appeler, il n'y a pas vraiment de terme officiel pour cela, mais on pourrait appeler ça par exemple des variantes libres contextualisées, dans le sens où ce ne sont pas tout à fait des variantes contextuelles, ou c'est un sous-type de variante contextuelle. Le remplacement de l'une par l'autre n'est pas impossible, il est possible, mais uniquement dans certains contextes. Donc c'est un peu à cheval, c'est un cas qui est un petit peu à cheval entre les variantes libres et les variantes contextuelles. Alors certains feront peut-être la différence entre variante combinatoire, qui est le résultat de la distribution complémentaire, et les variantes contextuelles, qu'on appelle ici les variantes libres contextualisées. Mais ça c'est qu'une question de terminologie, ça a peu d'importance. Donc voilà, faites bien la différence entre ce cas-là et le cas qu'on a vu précédemment. Donc ça c'est lorsque on n'a pas de commutation dans le contexte Y, mais lorsque l'on a commutation en revanche. C'est le cas que l'on a vu tout à l'heure dans le cours. Par exemple, entre le PE et le BE. En contexte Y, on va dire entre deux voyelles, en tout cas, il existe des contextes où on a commutation. Donc, en début de mot, entre deux voyelles. En début de mot, on a par exemple le bas et le pas, deux mots de sens différents. Entre deux voyelles, on a par exemple un appât et un abat, deux choses totalement différentes. Un appât, on trouve ça chez le vendeur de canne à pêche, et un abat chez le boucher. Par contre, il existe un autre contexte dans lequel on ne peut trouver que le P. Apte. Vous vous souvenez, devant une obstruante sourde. Et dans ce cas-là, la commutation n'est pas possible dans le contexte X. Elle n'est possible que dans le contexte Y, parce que les deux peuvent se rencontrer, mais dans le contexte X, cette commutation n'existe pas. Elle n'est pas possible. Donc on ne peut pas créer de paire minimale dans ce contexte-là. Autrement dit, on a une opposition entre le P et le B, puisqu'on a bien une commutation dans le contexte Y. On a une opposition, mais cette opposition n'est pas fonctionnelle partout. Elle est fonctionnelle dans le contexte Y, mais elle ne l'est pas dans le contexte X. C'est donc une opposition neutralisable, puisque la distribution de ces deux segments n'est pas inconditionnelle. On a une distribution manifestement inconditionnelle pour le P, mais conditionnée pour le B, puisqu'il y a une lacune distributionnelle. On passe à notre dernier type de distribution. Ici, on a A, cette fois-ci, qui se rencontre dans le contexte X et pas dans le contexte Y, tandis que B, contrairement à tout à l'heure, se rencontre dans les contextes X et Y. Quelles sont les relations phonologiques entre A et B? Je vous laisse faire pause. Et là, la réponse, normalement, vous devriez tous l'avoir trouvée. C'est exactement la même chose que dans le cas précédent. On peut redistribuer les plus dans d'autres cases, c'est la même situation, la même configuration. C'est-à-dire que on a un contexte dans lequel les deux segments peuvent se rencontrer, et on a un contexte dans lequel un seul des deux segments peut se rencontrer. Donc on a, comme tout à l'heure, deux possibilités. Soit il y a commutation, et dans ce cas-là, on a une opposition neutralisable, soit on n'a pas de commutation dans le contexte X, et dans ce cas, on a deux variantes libres contextualisées. Donc, je reprends les mêmes exemples de tout à l'heure, sauf qu'on les a distribués autrement dans le tableau, mais c'est exactement la même chose. On a juste inversé le tableau. Voilà, et voici pour l'opposition neutralisable. Donc, vous voyez que c'est simple. Il faut, surtout, l'intérêt de cet exercice ici, c'était de vous pousser à faire nettement la différence entre la distribution complémentaire et la distribution lacunaire. Ce sont deux distributions totalement différentes qui vous amènent à des conclusions totalement différentes. On va prendre maintenant un exercice concret avec une langue réelle, le russe. Je vais vous demander, pour commencer, vous allez regarder les données qui sont face à vous. Je voulais lire un petit peu, peut-être pour un peu avoir quelque chose de concret en tête, et je vais vous demander quel est le processus ou la règle, donc à formuler sous forme de règle bien sûr, qui est responsable de l'alternance entre occlusive sourde et occlusive sonore dans cette langue. Alors alternance, c'est un terme important, vous allez voir ce qu'on entend par alternance. Donc regardons un petit peu les données. On a dans une première colonne des noms, généralement, où ils ne sont que des noms, qui sont au nominatif. Nominatif, c'est le cas sujet en quelque sorte. Alors vous avez garage, qui veut dire un garage, karandash, qui veut dire le crayon, raskhod, la dépense, pavarot, le virage, pop, le prêtre, le pop, rap, l'esclave, mak,
magicien, et Mac, encore une fois, mais cette fois-ci coquelicot. Et à côté, dans la colonne de droite, cette fois-ci, vous avez la forme nominative, cette fois-ci non pas singulier, mais pluriel. C'est le pluriel. Et, bon, on va pas faire un cours de russe, mais des fois, le pluriel ne prend pas cette forme-là, peu importe. Qu'est-ce qu'on observe a priori comme suffixe du pluriel? Qu'est-ce qui se rajoute dans toutes ces formes-là? Sauf les deux dernières, où c'est un cas un peu particulier. Il se rajoute un E, une voyelle E. Donc on peut admettre, je vous le dis parce que c'est pas un cours de morphologie, hein, mais on peut admettre du coup que le marqueur du pluriel, c'est le E. C'est l'élément commun qu'il y a à tous ces pluriels. Donc on a garage, карандаши, расход, поворот, papы, rabы, mag et maki. Alors là, on n'a pas un E, on a un I. C'est un peu particulier, c'est qu'après les vélaires, tout simplement, on ne trouve jamais de E en russe, donc on a une distribution complémentaire entre le E et le I qu'on avait déjà un petit peu évoqué. Peu importe, ça c'est vraiment une parenthèse. Mais alors il y a autre chose que l'on observe, et c'est ça qui est intéressant. Si on recompare la première ligne, les deux colonnes, garage, garage, on observe donc ce E qui apparaît, mais on observe autre chose en plus. On observe que la consonne qui précède le E n'est pas la même qu'au singulier. Au singulier, on a garage avec un ch. Au pluriel, on a garage avec un j. C'est pas du tout la même chose. Donc on a une consonne qui change. Alors on pourrait être tenté de dire que le je fait partie du pluriel. C'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que juste en dessous, on a karandash, karandashu. On n'a pas de je. En dessous encore, on a raskhod, raskhod. On n'a pas raschodche. Vous voyez? Donc le je ne fait pas partie du pluriel car il n'est pas commun à toutes les formes du pluriel. Il fait bien partie de la racine. Mais il change au nominatif singulier et au nominatif pluriel. Alors regardons plus en détail maintenant. Donc on a garage, garage, on a une consonne qui change, celle qui est à la fin de la racine, juste avant le suffixe. Karandash, karandash, n'a pas de consonne qui change. Alors il y a un déplacement de l'accent, ça on met de côté, c'est pas important, en russe il y a beaucoup d'accents qui se déplacent, c'est très compliqué, donc on met ça de côté. On descend encore, on a raskhod, raskhod. Là on a un changement de consonne. On a te au singulier, de au pluriel. Pavarot, pavarot, pas de changement de consonne. Pop, papeu, pas de changement de consonne. On a un changement de voyelle, on reverra ça plus tard, c'est pas ce qui nous intéresse. Rap, rabeu, on a un changement de consonne. Mac, mag, on a un changement de consonne, que, ge. Mac, maki, on n'a pas de changement de consonne. Bon, donc vous voyez ici qu'on a une variation de la consonne. Et ça, c'est ce qu'on appelle une alternance. C'est-à-dire qu'entre deux formes d'une même racine, dans deux contextes morphologiques différents, on va avoir soit tel segment, soit tel autre. Donc on alterne entre deux segments, le che et le je pour garage, garage, le te et le de pour raskhod, raskhod, etc., etc. Donc on a une alternance, et la question c'est quel est le processus, ou la règle diachronique, disons, qui est responsable de cette alternance. Donc quelle est la règle que l'on peut formuler qui permet de dériver cette alternance? Exactement de la même manière que en français, par exemple, on arrive à dériver le fait qu'il y ait une alternance entre, si je prends un exemple très rapide, par exemple, on avait vu des alternances vers le début du semestre ou deuxième cours, je crois, sur le de du DE, qui s'écrit DE en français. Le de, lorsqu'on fait chuter la voyelle, ne se prononce pas de la même manière devant une obstruante sonore et devant une obstruante sourde. Par exemple, mettons, je cherche un mot qui s'anime par une voyelle maintenant, le blanc de zèbre, donc un blanc de zèbre, le blanc de zèbre n'est pas le même que le... Il faut que je cherche un nouveau mot maintenant. Que le blanc de... Qu'est-ce qui peut être blanc? Le blanc de papier. Voilà. Donc le blanc de zèbre n'est pas le même que le blanc de papier.
Et bien là, le de n'a pas la même forme devant le z qui est sonore et devant le p qui est sourd. Pourquoi? On l'a vu au deuxième cours, c'est le résultat d'une assimilation régressive de surdité. Alors, bon, on a le nom du processus, très bien, mais quelle est la règle? La règle, c'est les obstruantes sonores, et on l'a vu cette semaine, deviennent sourdes devant des obstruantes sourdes. Et c'est ça qui fait que le de qui réalisait de devant zèbre se réalise te devant papier. Blanc de papier. Voilà. Eh bien, c'est la même question que je vous pose. Quelle est la règle qui est responsable de cette alternance? Donc, je vous laisse faire pause, réfléchir, noter une règle, et ensuite on voit la correction. J'espère que vous l'avez tous bien fait sérieusement. Alors vous allez voir, il y a une erreur que vous êtes sans doute très nombreux à être tombés dans le panneau, mais il y a une erreur vraiment à ne pas faire. Vous avez tous tendance à penser, presque tous, tendance à penser automatiquement, intuitivement, que la forme de base, celle qui subit la règle, est la forme du nominatif singulier, et la forme qui est dérivée, qui résulte de la règle, est la forme du nominatif pluriel. Pourquoi? Tout simplement parce que vous basez sur l'écrit et sur le fait que dans un dictionnaire, on trouve la forme du singulier, et donc on a l'impression que la forme du pluriel, elle est plus tardive ou elle est dérivée du singulier, et que la forme de base c'est le singulier. Là, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Quelle était la règle qu'il fallait formuler? Alors, on voit qu'on a une alternance entre ch et je, te et de, pe et be, que et ge. La règle qu'il fallait formuler, elle est liée avec le voisement. Elle est liée au voisement. On a une alternance systématiquement entre une obstruante sourde et une obstruante sonore. Ch sourd, je sonore. Te sourd, de sonore. Pe sourd, be sonore. Et que sourd, ge sonore. Et la sonore est toujours au pluriel. La sourde est au singulier, lorsqu'on a cette alternance. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, parce que c'est ce que j'observe tous les ans, beaucoup d'entre vous ont dit « les obstruantes sourdes deviennent sonores devant eux ». Est-ce que c'est vrai, ça? Je vous laisse faire pause et éventuellement, vous pouvez réfléchir un petit peu. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder la deuxième ligne. Karandash, karandash. Le ch, qui est en fin de mot, ne devient pas je devant un e. Donc cette règle est fausse. Et en réalité, si on regarde un petit peu la distribution des obstruantes sonores et des obstruantes sourdes, vous remarquerez qu'on ne peut pas dériver les obstruantes du pluriel à partir des obstruantes du singulier. Pourquoi? Parce qu'on a au pluriel des obstruantes parfois sonores et parfois des obstruantes sourdes, sans que le contexte ne les distingue. Prenez les deux mots qui sont dans les deux premières lignes. Vous avez garage, vous avez un je qui se trouve entre un a et un e. Juste en dessous, vous avez karandash avec un ch entre un a et un e. Et les deux correspondent au singulier à un ch. Quelle est la règle qui vous permet de dériver parfois un je, parfois un ch? Impossible. C'est totalement impossible. Les deux se retrouvent dans le même contexte. Même chose juste en dessous. Vous avez rasrot qui devient rasrod et pavarot qui devient pavarot avec un te. Le de et le te se trouvent entre un o et un e. Quelle est la règle qui vous permet de transformer un te de fin de mot en un de parfois et parfois un te, alors que les deux se trouvent dans le même contexte immédiat? Impossible. Même chose avec les exemples pop, papu et rap, rabu. Même chose avec les exemples mac, mag et mac, mac. Impossible, car à chaque fois, obstruante sonore et obstruante sourde s'observent dans les mêmes contextes immédiats. Donc impossible de créer une règle qui permet de dériver les consonnes que l'on observe au pluriel à partir des consonnes qu'on observe au singulier. Par contre, regardez l'inverse. Au singulier, est-ce qu'on a des obstruantes sonores à la fin de la racine? Non, on n'a que des obstruantes sourdes. Que des obstruantes sourdes. Et bien, quelle règle permet de dériver cette alternance? C'est pas compliqué. Toutes les obstruantes sonores que vous avez en jaune, au pluriel, subissent une règle qui les transforme en obstruantes sourdes en fin de mot.
Et qu'est-ce qui se passe avec les obstruantes sourdes que l'on observe au pluriel, telles que dans karandashi, pavarote, pape, etc. Eh bien, comme elles sont déjà sourdes, elles ne subissent aucun changement. Elles restent telles quelles. Donc la règle qu'il fallait trouver ici, c'est la règle du dévoisement final, qui est une règle qui est très commune dans les langues, c'est un phénomène de lénition finale, qui est assez commune. Et alors, on parle de lénition, c'est vrai que d'après les définitions qu'on a vues de la lénition, ça pourrait être considéré comme une fortition. Ça, c'est des questions un peu complexes. Je ferme assez vite la parenthèse dessus. C'est lié à la neutralisation, donc qu'on n'a pas encore vu suffisamment en détail. Donc on ferme la parenthèse. C'est une lénition en réalité, même si ça paraît être une fortition. Fin de la parenthèse. Donc cette règle, ce dévoisement final, nous dit que les obstruantes sonores, pas besoin de dire du pluriel, hein, pas besoin d'ailleurs. Là on parle de phonologie, donc on n'est pas en morphologie. La notion de pluriel ici n'est pas une notion phonologique, c'est une notion morphologique. C'est juste que nous, en tant que linguistes, on les observe, en l'occurrence, ces obstruantes sonores, dans la fin de la racine à la forme plurielle, lorsqu'on a le suffixe e. Donc, ces obstruantes sonores, elles deviennent toutes des obstruantes sourdes, ou ça, lorsqu'on n'a pas le suffixe e, autrement dit, lorsqu'on est en fin de mot. Et est-ce que cette règle s'avère vraie? Eh bien, c'est simple, on vérifie. Garageux, on a le e qui disparaît au nominatif singulier, puisque c'est un marqueur du pluriel. Qu'est-ce qui se passe? Le je devient un ch en fin de mot. Ça marche. Karandashi, si on enlève le e, on a karandash. Donc là, on n'a même pas besoin d'appliquer une quelconque règle. De toute façon, cette règle ne s'applique pas puisqu'elle ne concerne que les obstruantes sonores. Donc là, tout va bien. C'est exactement ce que l'on s'attend à voir. Il n'y a pas d'alternance de toute façon. Rasrod, on enlève le e, marqueur du pluriel, pour avoir le singulier. Le de se retrouve en fin de mot. Il devient te. C'est ce que dit la règle. Ça marche. Pareil pour rabu, vous enlevez le e, marqueur du pluriel. Le be se trouve en fin de mot. La règle s'applique. Il doit devenir une sourde. On a rap. Même chose pour mague, on enlève le i du pluriel, le g se retrouve en fin de mot, il devient une obstruante sourde, en fin de mot, on a mac. Donc la règle, elle est là. La règle diachronique, ce qui s'est passé diachroniquement en russe, c'est pas que les obstruantes sourdes sont devenues sonores parfois au pluriel, ça n'a aucun sens de dire parfois, c'est pas une règle de dire parfois. Non, ce qui s'est passé, systématiquement, c'est que les obstruantes sonores que l'on avait à l'origine en fin de mot sont toutes devenues sourdes en russe moderne. Autrement dit, si vous voulez comprendre ce que je suis en train d'expliquer de façon un peu plus intuitive, prenons le point de vue diachronique. Diachroniquement, dans un état antérieur de la langue russe, le nominatif singulier du mot pour dire garage ne se disait pas garash, mais garage. Comme en français, en réalité. Le nominatif singulier du mot qui signifiait dépense n'était pas rasrot, mais rasrod. Le nominatif singulier pour esclave, c'était pas rap, c'était rab. Et puis, cette règle est arrivée, et on a fini par avoir que des obstruantes sourdes en fin de mot. Mais comme cette règle ne concerne que la fin de mot, eh bien les obstruantes sonores se sont maintenues en tant qu'obstruantes sonores lorsqu'on avait le suffixe du pluriel. D'où cette alternance entre obstruantes sonores et obstruantes sourdes. Donc c'est ça le processus ou la règle qui permet de dériver l'alternance que l'on observe entre obstruantes sonores et obstruantes sourdes. Alors, quel rapport avec ce qui nous intéresse, la distribution? Eh bien, maintenant vous allez me formuler le phénomène que l'on vient d'observer sous forme de contrainte distributionnelle. Donc on vient d'établir une règle. Quelle est la contrainte distributionnelle qui dérive nécessairement de cette règle? Alors encore une fois, comme je l'avais expliqué dans le cours, en faisant abstraction de toute autre règle qui pourrait parasiter celle-ci. En l'occurrence, il n'y a pas eu de règles qui ont parasité cette règle de dévoisement final. Donc, mais il faut toujours faire attention à ça. Hein. Il peut toujours exister une règle qui vient en parasiter une autre parce que elle s'applique un peu plus tard dans l'évolution de la langue. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, quelle est la contrainte distributionnelle qui dérive de cette règle que l'on vient d'établir? Je vous laisse faire pause, la noter quelque part, et ensuite on passe à la correction. Donc, on a vu qu'il existe une règle dans l'évolution du russe qui impose à toutes les obstruantes sonores de devenir des obstruantes sourdes en fin de mot. Eh bien, si on fait abstraction des autres règles, même sans faire exception, comme je l'expliquais à l'instant,
c'est le cas en russe de toute façon, la contrainte distributionnelle qui dérive de cette règle, c'est qu'on ne peut pas trouver d'obstruante sonore en fin de mot. Donc c'est la contrainte que vous avez ici. On ne peut pas trouver d'obstruante sonore en fin de mot parce que la règle nous dit que toutes les obstruantes sonores sont devenues sourdes en fin de mot. Donc on ne peut plus en trouver du tout en fin de mot. C'est comme si vous aviez une règle qui vous imposait, je ne sais pas, vous avez un sac de billes, des billes jaunes et des billes rouges, et vous avez une règle qui vous dit vous devez enlever toutes les billes rouges de votre sac de billes. Eh bien, il n'y aura plus de billes rouges dans le sac de billes, tout simplement. Et là, c'est la même chose. Si une règle vous impose de transformer toutes les obstruantes sonores de la fin de mot en des obstruantes sourdes, vous n'aurez plus d'obstruantes sonores à la fin de mot. C'est tout simple. C'est tout simple. Alors, encore une fois, je refais une parenthèse pour expliquer ce que j'entends par en faisant abstraction d'autres règles qui pourraient parasiter celle-ci. En réalité, je ne devrais pas le formuler comme ça parce que c'est un peu ambigu. Je devrais dire plutôt en partant du principe qu'il n'existe pas de règles qui parasitent celles que l'on mentionne en l'occurrence. Parce que, je le répète comme je l'ai dit en cours, mais je préfère le répéter encore une fois, il peut exister une autre règle, plus tardive, qui vient remettre des obstruantes sonores en fin de mot. Par exemple, une règle qui dirait tout simplement le « e » du pluriel disparaît. Alors, en l'occurrence, cette règle ne dirait pas le « e » du pluriel, mais le « e » final en russe disparaît. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer que le russe évolue encore un petit peu et que le « e » final disparaisse. Dans ce cas-là, on aurait une forme du nominatif singulier qui serait garage et une forme du nominatif pluriel qui serait garage. Et là, cette fois-ci, le « je » et le « che » s'observeraient tous les deux en fin de mot. Mais il n'existe pas, en l'occurrence en russe, de règle qui vient parasiter celle que l'on a mentionnée tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'avais dit de faire abstraction de cette possibilité. Donc voilà, on a cette contrainte distributionnelle. Les obstruantes sonores ne peuvent pas exister en fin de mot. Alors maintenant, il va falloir quand même vérifier, justement, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de règle parasite en russe, mais ça, vous ne le savez pas vous-même. Donc maintenant, il faut vérifier, quand même, dans les données que vous avez sous les yeux, si il est vrai qu'on ne trouve pas d'obstruantes sonores en fin de mot. C'est ce qu'implique la règle que l'on a vue tout à l'heure. Mais il faut vérifier si c'est toujours vrai synchroniquement. Diachroniquement, c'était le cas. Est-ce que c'est vrai synchroniquement? Donc je vous laisse regarder, faire la liste des contextes des obstruantes sourdes et des obstruantes sonores, et ensuite on voit si c'est le cas ou pas. Je vous laisse faire pause. Alors j'espère que vous avez tous bien fait la liste, parce que, encore une fois, c'est un point important, c'est tout le processus qui permet d'établir une analyse phonologique, c'est important de l'appliquer pour en faire l'expérience. Alors, est-ce que c'est vrai? Si vous regardez, alors on va se concentrer notamment sur le que et le g dans mon tableau, parce que sinon ça prendrait trop de place pour une diapo, donc on va se concentrer uniquement sur le que et le g. Si on regarde un petit peu, où est-ce qu'on trouve... Oula, ah oui, non, j'avais changé d'avis, pardon. Non, j'ai mis en rouge et en jaune... j'ai mis en jaune toutes les obstruantes sonores et toutes les obstruantes sourdes en rouge. Voilà, donc on va commencer par les contextes. Ensuite, on parlera du que et du g. Donc les obstruantes sourdes sont en rouge, les obstruantes sonores sont en jaune. Alors on va regarder leur contexte. Où est-ce qu'on trouve du jaune, où est-ce qu'on trouve du rouge? Le jaune, on le trouve dans garage en début de mot. Karandash en milieu de mot, entre une consonne, le ne en l'occurrence, et puis une voyelle. Dans pavarot, on a un v qui est entre deux voyelles. Dans garage, on a le g qui est toujours en début de mot, puis on a le je qui est entre deux voyelles. Karandash, le de qui n'a pas changé de position, toujours entre ne et a. Rasrod, on a le de entre o et u. Pavarot, pas changé de position, donc v entre e et a. Rab, b entre a et u. Et mag, g entre a et i. Autrement dit, où est-ce qu'on trouve des obstruantes sonores? En début de mot, entre une consonne et une voyelle, et entre deux voyelles. Bon, maintenant on va regarder où on trouve des obstruantes sourdes. Alors on a garage, où le che est en fin de mot. Karandash, où on a toujours le che en fin de mot, et on a un que en début de mot. Rasrot, on a se devant une consonne, et après une voyelle, che entre une consonne et une voyelle, te en fin de mot.
Pavarot, on a pe en début de mot, te en fin de mot, pop, on a pareil, début, fin de mot, etc. Rap, mac, fin de mot. Karandaşı, on a ch entre deux voyelles. Pavarote, on a te entre deux voyelles. Papı, te entre deux voyelles. Et maki à la fin, que entre deux voyelles. Et bien, qu'est-ce qu'on observe? Ce qu'on observe notamment, c'est que l'obstruente sourde peut s'observer en fin de mot, alors que l'obstruente sonore ne s'observe jamais en fin de mot. Donc la contrainte distributionnelle que l'on a appliquée tout à l'heure, elle est vraie. Elle est vraie. Et plus généralement, cette observation permet de montrer qu'il y a une lacune distributionnelle chez les obstruantes sonores. Et cette lacune distributionnelle, c'est quoi? C'est l'ensemble des contextes où on peut trouver les obstruantes sourdes, mais où on ne peut pas trouver les obstruantes sonores. C'est quoi? Alors, déjà, c'est quoi ces contextes? Il y a un contexte en particulier, c'est la fin de mot. Qu'est-ce qui réunit ces contextes? Alors, si vous avez fait la liste des contextes, vous aurez normalement entre A et fin de mot, entre O et fin de mot, et puis je crois que c'est tout pour la fin de mot. Donc entre A et fin de mot et entre O et fin de mot. Quel est le facteur qui réunit ces contextes? C'est pas le A qui précède ou le O qui précède, c'est bien la fin de mot. Donc le facteur qui détermine cette lacune distributionnelle des obstruantes sonores, c'est la fin de mot. Voilà. Donc on a bien une lacune distributionnelle d'un côté, pour les obstruantes sonores, et pour les obstruantes sourdes, on a une distribution qui est apparemment inconditionnelle. Et donc à partir de cela, donc je reviens à mon que et mon ge, à partir de ça, je vous demande de dresser un tableau distributionnel du que et du ge, et de me commenter leur relation phonologique, à partir de ce qu'on a vu en tout début de vidéo. Donc je vous laisse faire pause. Alors, si vous avez bien réalisé votre tableau, normalement, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. C'est-à-dire, vous avez des occlusives, une occlusive sourde, le que, et une occlusive sonore, le ge, qui peuvent se trouver dans des contextes qui sont parfois les mêmes, mais parfois non. En début de mot, on peut trouver les deux. Donc, on a en début de mot aussi bien que ge, garage, karandash. Entre deux voyelles, on peut trouver les deux. Vous avez mag et maki, je reviendrai sur ces deux exemples. Mais en fin de mot, vous ne pouvez trouver que l'un des deux. Vous trouvez que le que. On a mak, mais on n'a pas mag, par exemple. Donc on a bien, pour l'occlusive sourde, le que, une distribution apparemment inconditionnelle. Et pour l'occlusive sonore, le ge, on a une lacune distributionnelle qui concerne la fin de mot. Donc on a ce tableau-ci, qui correspond à l'un des tableaux qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on a un contexte dans lequel la substitution n'est pas possible, c'est la fin de mot, puisqu'on a une lacune distributionnelle, et on a un ensemble d'autres contextes où là, les deux s'observent, et donc la commutation est éventuellement possible. Alors est-ce qu'on observe une commutation? Parce qu'on avait vu que dans ce cas-là, on a deux possibilités. Soit il y a commutation, et dans ce cas-là, une certaine relation s'impose, soit on n'a pas commutation, et dans ce cas, c'est une autre relation qui s'impose. Donc ici, est-ce qu'on a commutation? Et bien, si vous cherchez, j'espère que vous avez tous bien cherché, on trouve une paire minimale, que j'ai mentionnée à l'instant, mag, qui veut dire les magiciens, et mak, qui veut dire les coquelicots. Donc on a bien une opposition entre le que et le ge. Donc le que et le ge sont en opposition, mais cette opposition, elle n'est pas fonctionnelle partout. Puisqu'on a une lacune distributionnelle pour l'occlusive sonore qui concerne la fin de mot, alors en fin de mot, on a une neutralisation de l'opposition. Donc la relation entre le que et le ge est une relation d'opposition neutralisable. On a une opposition dans la langue, le russe, ce sont bien deux phonèmes différents, mais ces deux phonèmes cessent de se distinguer, cessent d'être opposés dans un contexte donné, la fin de mot. Et c'est ça qu'on entend par une opposition relative. C'est une opposition qui existe dans certains contextes, mais pas dans d'autres. La neutralisation, donc. Voilà pour cet exercice. On en refera encore un peu plus compliqué qui concernera toujours le russe la semaine prochaine, à moins que je change d'avis. Et maintenant, je passe à ce que vous allez devoir faire sur vos langues fictives. Alors, donc, la consigne. Nous avons vu que l'opposition était relative. Et donc, ce que vous allez devoir faire, c'est faire un exercice sur la neutralisation dans vos langues fictives. Alors, comment vous allez faire ça?
c'est un peu la même chose que pour les distributions complémentaires. Vous allez d'abord choisir deux consonnes. Alors, à la différence de la distribution complémentaire, où vous deviez choisir deux consonnes pour lesquelles vous n'aviez pas de preuve d'opposition, donc un soupçon d'absence d'opposition, là vous allez au contraire choisir deux consonnes qui entrent en opposition. J'ai plein de fautes là-dedans, il manque un vu, il manque un en, bon je vais corriger ça. Donc, deux consonnes qui rentrent en opposition, vous allez bien sûr me fournir une preuve de cette opposition, parce que en science, on ne se croit jamais sur parole. Donc vous allez me fournir une preuve de cette opposition, ça je vous laisse voir comment on prouve une opposition, normalement vous devriez tous le savoir. En deux, vous allez me dresser la liste des contextes de chacune de ces deux consonnes. Et en trois, identifier à partir de cette liste de contextes un facteur qui détermine une lacune distributionnelle de l'une de ces deux consonnes. Donc exactement comme on vient de le faire avec le russe. La différence, c'est qu'en russe, on avait vu d'abord, on a commencé par une alternance, alors que cette fois-ci, je ne vous demande pas d'observer une alternance. On verra un petit peu ce que vous avez fait sur la morphologie de vos langues un peu plus tard dans le semestre. Donc identifier un facteur qui détermine une lacune distributionnelle. Alors bien sûr, vous pouvez vous baser sur les règles, comme on a vu qu'il y avait un rapport entre les règles et la distribution, règles, contraintes et distribution. Vous pouvez bien sûr regarder un petit peu les règles que je vous avais données en tout début de semestre pour faire évoluer vos langues, et voir si vous trouvez déjà des pistes pour quelques lacunes distributionnelles à partir de ces règles. Mais en fonction des données de départ et en fonction de la rigueur avec laquelle vous avez appliqué ces règles, vous ne trouverez pas forcément exactement les mêmes choses. Donc vous pouvez vous inspirer de ça. Lorsque vous avez trouvé enfin deux consonnes par lesquelles se manifeste une distribution lacunaire, vous pouvez commencer à dresser un tableau synthétique de cette distribution lacunaire et à tirer les conclusions qui s'imposent quant à la relation phonologique de ces deux consonnes. Donc, bien sûr, il faut que le raisonnement soit complet. Vous ne pouvez pas juste me donner la conclusion sans donner le raisonnement. Je l'ai dit déjà précédemment, mais je ne marque pas justifier, mais en L2, ça devrait être naturel. Vous devez toujours justifier. Le seul intérêt, c'est la justification, pas la conclusion. Et enfin, est-ce que cette analyse, comme d'habitude, vous amène à revoir votre système graphique? Alors ça, je vous laisse y réfléchir. Bien sûr, la question ne portera pas sur est-ce qu'il faut distinguer ou pas deux segments, puisque s'il y a opposition, a priori oui, mais ça peut aller un peu plus loin, notamment si vous avez un graphème qui est un peu plus complexe que l'autre. Bon, je vous en dis pas plus. Et comme d'habitude, vous rendrez vos exercices dans le forum, dépôt des exercices, du chapitre dédié, etc. Normalement, vous êtes tous en mesure de trouver une distribution lacunaire dans votre lexique. Je ne pense pas qu'il soit utile cette fois-ci de me demander des données de remplacement, parce que je pense que vraiment vous devriez tous pouvoir y arriver. Encore une fois, si vous n'y arrivez pas, pas au dernier moment justement, pas au dernier moment, envoyez-moi un mail en me montrant ce que vous avez déjà fait pour le moment, pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous ne trouvez pas de distribution lacunaire, et en me joignant vos données. Mais a priori, vu qu'en plus cette semaine vous avez, en tout cas je ne l'ai pas encore corrigé, mais j'ai eu très peu de retours de ce type, vous avez apparemment tous trouvé une distribution complémentaire, donc je ne pense pas que vous aurez de problème pour trouver une distribution lacunaire. Donc cherchez sérieusement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, posez-les dans le forum. Moi, je vais corriger les quelques coquilles qui restaient dans les documents et je mets tout ça en ligne.